l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Aujourd'hui, c'est un grand honneur de recevoir le philosophe Jacques Rancière. Au sein du podcast Craquer l'époque, depuis le début, nous avions l'idée de vous rencontrer. Bonjour Jacques Rancière. Bonjour. Vos travaux sur l'égalité, sur l'émancipation, sur le sensible et sur le politique rencontrent nos préoccupations. Alors, vous avez écrit de très nombreux livres qu'il est impossible de citer ici. On va en convoquer quelques-uns au cours de notre entretien, mais en réalité, aujourd'hui, on se saisit d'une occasion bien particulière, la sortie de votre livre « Au loin la liberté », essai sur Tchekhov, qui vient tout juste de paraître aux éditions La Fabrique. Il est question de nos passions pour la servitude, de notre peur de la liberté, qui nous fait bien souvent renoncer à tous ces chemins qui s'ouvrent, à tous ces sentiers, ces chemins dérobés qui se présentent à nos existences, mais que nous n'empruntons finalement pas. Dans l'horizon de la liberté, nous ne savons pas vraiment ce que nous allons expérimenter. En revanche, nous savons très bien ce que nous sommes en train de perdre de notre vie présente. Avec le dramaturge, mais aussi le novelliste Tchekhov, nous allons nous plonger dans ces histoires qui racontent ces bifurcations souvent manquées dans l'existence. Et parler pour nous aujourd'hui est une façon de maintenir ouvert l'horizon de la liberté. Alors peut-être que, avant toute chose, Jacques Rancière, vous expliquez que vos livres sont rarement le choix d'une décision. Alors j'entends bien que vous n'élaborez pas nécessairement des plans pour construire une carrière de chercheur, une carrière de philosophe, mais en même temps, quand on vous lit, on lit beaucoup de passion dans votre écriture, quelque chose qui a l'air d'être une nécessité que vous partagez. Et si je comprends, vous lisez Tchekhov, et c'est lui qui vous impulse ce désir d'écriture. Alors j'ai une question qui est peut-être un peu vaste, mais dans des temps très sombres qui sont les nôtres aujourd'hui, en tout cas, une époque assez particulière, comment vous envisagez votre propre geste d'écriture, votre propre travail de philosophe ? Bon, je ne pense pas que finalement mon geste d'écriture, mon travail de philosophe est, disons, spécialement changé avec le changement des temps. Bon, j'ai commencé à écrire quand même à un moment qui était un moment de grandes espérances, c'est-à-dire dans les années 70. J'écris effectivement maintenant dans un temps qui a l'air plutôt morose, mais je dirais qu'au fond, dans les deux cas, fondamentalement, j'écris à partir de quelque chose qui m'a arrêté, qui m'a surpris, qui m'a fait dévier, enthousiasmé. Voilà, c'est-à-dire que oui, j'écris d'abord comme lecteur. Alors je peux être un lecteur de textes ouvriers du 19e siècle, je peux être un lecteur de Faulkner, de Conrad, de Virginia Woolf, donc aussi bien d'écrivains considérés comme reconnus, légitimes, que, disons, d'écrivains totalement ignorés. Mais bon, fondamentalement, je dirais que j'écris sous l'impulsion d'abord de la surprise. La surprise, par exemple, quand j'ai écrit il y a très longtemps La Nuit des prolétaires, c'était de me plonger dans les archives ouvrières et d'y trouver tout à fait autre chose que ce qu'on attend normalement. C'est-à-dire qu'au lieu de trouver des informations sur la vie ouvrière, les luttes de l'époque, la manière de vivre des gens, je trouvais finalement des choses tout à fait surprenantes, des poèmes, des descriptions de dimanche à la campagne ou de journées dans une communauté utopique. Et ce qui m'importait à ce moment-là, c'est précisément trouvant des textes, trouvant des affirmations qui étaient tout à fait à l'écart de ce que j'attendais, à l'écart aussi finalement de ce qu'on attend habituellement. Ça me semblait important de justement faire vivre cet écart, c'est-à-dire d'abord prolonger les textes, essayer d'en prolonger la force, l'émotion, parce que j'ai jamais vraiment beaucoup cru que le monde changeait quand les gens prenaient conscience clairement des raisons pour lesquelles il allait mal et se décidaient à dire puisque ça va mal, il faut que ça aille mieux, donc on s'y met, et voilà, tout ira bien, quoi. Donc j'ai toujours pensé quand même que les choses étaient d'abord une affaire de perception, de sentiment, quel regard on porte sur le monde, quels affects on met en jeu. Et donc j'ai d'abord essayé toujours de prolonger justement ces affects. Donc ça a été le cas pour ces textes ouvriers des années 1830-1840. Ça peut être aussi finalement pour ces nouvelles de Tchekhov, c'est-à-dire le sentiment qu'il y a
quelque chose là, à savoir une impulsion, un mouvement d'ouverture, c'est-à-dire vers une autre vie possible. Et voilà, donc en même temps, j'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait laisser à ces textes eux-mêmes, laisser à ces expériences elles-mêmes, un petit peu le dernier mot. D'où le fait que j'ai souvent pratiqué quelque chose qui normalement n'est pas très bien vu quand on est philosophe, à savoir la paraphrase, à savoir essayer de me glisser un petit peu dans l'intérieur de ces textes pour en communiquer, en faire passer la force d'enthousiasme, éventuellement de subversion. Alors, c'est une tradition dans le podcast Craquer l'époque. Toutes les personnes que nous rencontrons, nous leur posons toujours cette même question. C'est le moment de qualifier l'époque dans laquelle on vit. On essaie de le faire parce qu'on pense que c'est aussi un travail à faire, de déchiffrer ce qui est en train de nous arriver. Si vous deviez trouver un mot qui qualifierait l'époque dans laquelle on est, quel serait le premier mot qui vous viendrait à l'esprit ? Ce serait pas deux mots, encéphalogramme plat. Vous pouvez... Oui, non, je veux dire que il me semble que peut-être que là j'exagère, c'est-à-dire que je définis un petit peu l'état dans lequel on est, nous, disons, dans notre pays, en ce moment, quoi. Bien évidemment que c'est pas ça qui règne, à Gaza, c'est pas ça qui règne en Iran et dans beaucoup de régions du monde, mais en même temps, la manière dont tout cela est reçu ici, c'est-à-dire on a quand même le sentiment de quelque chose comme sous toutes un petit peu les grandes déclarations, les indignations, une espèce au fond de consentement à ce qui est. Alors il y a beaucoup d'endroits du monde où les gens ne consentent pas à ce qui est, soit qu'ils essayent de le rendre meilleur, soit qu'ils essayent au contraire, disons, d'asseoir encore plus leur puissance et leur capacité de nuire. Mais en même temps, je suis très très frappé, disons, que effectivement au centre où nous vivons, qui n'est pas le centre du monde bien sûr, mais qu'effectivement là où nous expérimentons, nous percevons les choses, il y a quelque chose comme au fond, n'importe quoi peut arriver et ça change pas grand-chose à quoi que ce soit. Alors, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, qui est La haine de la démocratie. Vous avez écrit en 2005 aux éditions La Fabrique. Donc, presque 20 ans nous séparent de ce moment où vous posiez un diagnostic fort, parce que tout ce camp républicain qui ne cesse de se réclamer des valeurs démocratiques a en réalité la démocratie en haine. Alors, évidemment, pour être certain de ce dont on parle, est-ce que vous pouvez nous redire comment vous entendez ce que c'est que la démocratie réelle? Et j'ai un peu le sentiment quand même que cette haine, elle s'est très clairement radicalisée depuis, et que les gouvernants, en fait, finalement, s'en cachent à peine. Si on regarde le mouvement des Gilets jaunes, puis ensuite le mouvement de la réforme des retraites, est-ce que c'est une haine qui s'est même radicalisée ou pas? Il faut d'abord peut-être dire deux mots sur ce qu'on peut entendre par démocratie. En gros, il y a deux idées de la démocratie qui règnent. Une idée qui est que la démocratie, c'est une forme institutionnelle, une forme de gouvernement qui est fondée sur des élections libres, ou par conséquent, c'est le peuple qui s'exprime et les gouvernants, disons, poursuivent la volonté du peuple. Il y a une deuxième définition de la démocratie qui est assez en vogue, à savoir que la démocratie, c'est en quelque sorte une forme de vie, c'est la forme de vie, de Tocqueville a appelé au 19e siècle un peu l'égalité des conditions, ce qui était quand même une affirmation un petit peu forte, un petit peu osée. L'idée de la démocratie comme une espèce de forme de vie qui a renoncé au grand héroïsme, qui vit comme ça de petites passions, d'intérêts égoïstes et finalement en quelque sorte, justement, de sorte de paix sociale fondée sur la satisfaction des égoïsmes individuels, quoi. On a continuellement un petit peu balancé entre ces deux visions. Il faudrait rajouter la troisième, bien sûr, mais qui est, la vision marxiste, à savoir la démocratie, c'est justement ce système d'apparence derrière lequel se cache la puissance du capital. Moi, ce que j'ai toujours essayé de dire, c'est que la démocratie, c'est d'abord une pratique. C'est d'abord la démocratie, j'ai dit, c'est la pratique des égaux en tant qu'égaux. C'est-à-dire la pratique précisément d'intervention de ceux qui n'ont aucune qualité particulière pour gouverner les autres, pour les diriger, quoi. Ce qui veut dire pour moi que oui, la démocratie est d'abord une affaire non pas d'institution, mais de pratique.
Donc la démocratie, c'est ni des institutions fondées sur le suffrage universel, ni non plus une espèce de manière de vivre du consommateur heureux. C'est au contraire quelque chose comme une intervention de ceux qui précisément ne sont pas reconnus comme des agents légitimes. Il se trouve qu'il s'est passé quelque chose, pendant très très longtemps précisément, il y a eu, d'un côté l'espèce de partage classique, démocratie d'un côté, et puis de l'autre côté le totalitarisme. Ça a vécu autant que l'Union soviétique, pour le dire vite, quoi. Après ça, il y a eu, l'advenue supposée d'une sorte de démocratie universelle chantée par un livre célèbre de Fukuyama. Et puis, disons, effectivement, une espèce de déception quant à la réalité de cette démocratie universelle. Ce qui a provoqué, notamment cette espèce de réaction de gens qui avaient cru à une démocratie plus forte, la démocratie réelle promise par le marxisme, une espèce de désenchantement qui a conduit à une sorte de raidissement qui était dans un premier temps la défense d'institutions de la République, et dans un deuxième temps la haine finalement de justement cette espèce de petite bourgeoisie supposée universelle qui imposait ses valeurs de consommation, qui identifiait la liberté à la consommation, d'où finalement cette espèce de repli premier sur la démocratie comme forme institutionnelle est devenue en fait une espèce de haine une espèce de haine de la démocratie supposée être le règne des petits hommes, pour reprendre l'expression de Nietzsche, ou le règne du consommateur. Voilà, donc, et il y a eu donc ce développement cette idéologie dite républicaine. Qu'est-ce que c'est que la République par rapport à la démocratie? La République est supposée être précisément pas simplement un système d'institutions, mais aussi un système de valeurs partagées, une sorte malgré tout de police des mœurs, en un sens, soit au sens le plus large du terme, bien sûr, pas au sens iranien, qui fait que, disons, les bons républicains ne sont pas simplement des gens qui votent et qui remplissent leur citoyen, mais des gens qui affirment un certain nombre de valeurs qui ont été à un moment donné inscrites historiquement à la fin du 19e siècle en France. L'école de Jules Ferry, l'universalisme supposé, la laïcité. Ça veut dire deux choses. Premièrement, bien sûr, une espèce de dénonciation de la démocratie, avec l'idée finalement la démocratie, c'est en réalité un totalitarisme. Alors on reprend certains passages de Tocqueville, bien sûr, sur les dangers de la démocratie, le sommeil que ça engendre. Et voilà, ça devient cette espèce de grande litanie qu'on a eu autour des années 2000, à savoir que finalement c'est le petit consommateur démocratique de biens, d'émissions télé, de divers services à la personne, qui devient véritablement le fourrier du totalitarisme. Donc c'est plus la démocratie contre le totalitarisme, non, c'est la démocratie conduite au totalitarisme. Ça c'était l'espèce de dévalorisation, on peut dire globale, de l'idée même de démocratie, qui après, en même temps bien sûr, c'est orienté avec une cible spéciale, à savoir qu'il y avait des gens qui menaçaient plus que les autres la République, à savoir précisément tous ces gens qui ne partageaient pas les valeurs de la laïcité. Alors, à ce moment-là, on a eu cette espèce de réélaboration très étrange de la notion de laïcité, puisque dans le temps, ça voulait simplement dire que l'État n'enseignait pas la religion et que l'État n'était soumis à aucune religion, et c'est devenu le fait que les gens ne devaient pas s'habiller d'une manière qui évidemment correspondait à leurs croyances religieuses. Il y a eu cette espèce de crispation, et de plus en plus, en quelque sorte, ce qui a menacé la République, c'était le consommateur démocratique en général, mais le consommateur démocratique est devenu de plus en plus proprement, disons, l'étranger, le migrant, le musulman, l'islamiste, qui met en danger nos valeurs. Et donc il y a quelque chose qui était, à un avis, perceptible déjà il y a 20 ans, à savoir la manière d'une certaine tradition de gauche, mais de gauche ambiguë, il faut bien le dire, parce que la République de Jules Ferry, c'est quand même aussi la République des colonisateurs. De cette tradition supposée de républicaine de gauche, est de plus en plus devenue, en quelque sorte, le simple point d'honneur du règne de l'extrême droite. Dans l'idée de gouverner, ce qui est clair, vous le dites aussi d'ailleurs, il y a cette idée de gouverner les énergies politiques excessives. Et j'ai l'impression que ces dernières années, alors c'est pas que je veux m'accrocher absolument à des mouvements sociaux qui ont eu lieu, qui étaient vraiment intéressants, mais si on prend le mouvement des Gilets jaunes, si on prend mouvement de lutte contre la réforme des retraites, et de moindres mesures au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale, espèce de front contre l'extrême droite, il y a eu des énergies politiques qui étaient extrêmement fortes, qui se sont exprimées de façon assez forte dans la rue.
que l'État s'est évidemment appliqué à écraser, ou en tout cas à diminuer. Comment, en fait, on gouverne ces énergies, enfin, comment l'État a tendance à gouverner ces énergies politiques excessives? Gouverner, je ne dirais pas qu'il les gouverne vraiment, enfin, bon, il les réprime simplement. Non, il y a eu un moment, on peut dire historique, bon, bien sûr, qui a été le moment Mitterrand, quoi, où on peut dire il y a une espèce de volonté d'État, disons, de capitaliser sur tous les mouvements, qu'on peut dire effectivement excessifs, des années 68 et après. Donc voilà, il y a eu ce moment de canalisation où finalement, bon, une force politique parlementaire s'est installée, un certain type de jeu, on peut dire, bon, politicien, s'est installé sur la récupération des énergies précisément déviantes par rapport au système des années 70. Et voilà, mais maintenant, je crois qu'on n'est plus là, quoi. C'est-à-dire que, bon, on est dans un système où simplement, bon, s'est installé le consensus, c'est-à-dire que l'idée que de toute façon, il n'y a qu'une seule chose à faire, quoi, à savoir, bon, finalement, adapter les économies nationales au marché mondial, c'est-à-dire, bon, le capitalisme mondial. Par conséquent, disons, tout ce qui est déviant est nécessairement être simplement réprimé, ça n'a pas sa place. Donc, oui, on est dans cette situation, en quelque sorte, où on peut dire que la politique se fait précisément ailleurs, résolument ailleurs, que dans le jeu politicien défini par l'État. Bon, l'État n'a pas grand-chose à faire d'autre que de le réprimer, parce que l'État n'a fondamentalement rien à répondre. Alors, quelquefois, il y a des espèces de tricheries du genre, bon, on convoque des commissions citoyennes pour discuter des problèmes que ces mouvements ont révélés, et puis bien sûr, bon, ces commissions citoyennes se réunissent, fait droit même, disons, au tirage au sort. Après, c'est fini, c'est parce que c'est quand même des choses pour amuser la galerie, mais bon, après ça, il y a des choses sérieuses, seuls les gens en place, et bon, leurs experts et leurs idéologues savent comment il faut les traiter. On va écouter une musique de Karl Löwe, Tom der Reimer, chantée par Kurt Moll. lag am Bach, am Kieselbach bei Handlich Schloss. Da sah eine blonde Frau, die saß auf einem weißen Ross. Sie saß auf einem weißen Ross, die Mähne war geflochten fein, und hell an jeder Flechte hing ein silberblankes Löckelein. Ein silberblankes Glöckelein. Und Tom der Reimer zog den Hut und fiel aufs Knie, er grüßt und spricht: Du bist die Himmelskönigin, du bist von dieser Erde nicht. Du bist von dieser Erde nicht. Die blonde Frau hält an ihr Ross. Ich will dir sagen, wer ich bin. Ich bin die Himmelsjungfrau nicht. Ich bin die Elfenkönigin. Nimm deine Harf und spiel und sing.
erscheint. Doch wenn du meine Lippe küsst, bist du mir 7 Jahr verfallen. Wohl 7 Jahre, o Königin, zu dienen dir, erschreckt mich kaum. Küsste sie küsste ihn, ein Vogel sang im Eschenbaum. Ein Vogel sang im Eschenbaum. Nun bist du mein, nun zieh mit mir, nun bist du mein auf 7 Jahr. Nun bist du mein auf 7 Jahr. Sie ritten durch den grünen Wald, wie glücklich da der Reimer war. Wie glücklich da der Reimer war. Sie ritten durch den grünen Wald bei Vogelsang und Sonnenschein. Und wenn sie leicht am Zügel zog, so klangen hell die Glöckelein. So klangen hell die Glöckelein. Alors Jacques Rancière, quelles sont les raisons de ce choix de musique? Il n'y a pas de choix philosophique ou politique profond. C'est une musique que j'aime bien. Bon, il y a ce côté balade. Bon, donc il est question de ce Tom le rimeur comme ça qui rêve dans la campagne et qui rencontre une personne un peu fabuleuse, une femme un peu fabuleuse, bon, dont il pense d'abord que c'est la Vierge Marie et qui finalement va lui dire qu'elle est la reine des elfes, etc. Elle est sur un cheval avec des clochettes qui sonnent et voilà, et elle lui promet le bonheur, bon, s'il l'accompagne pendant je sais plus combien d'années comme ça. Et voilà, et bon, il va la suivre, et bon, ça va se terminer un petit peu par les clochettes qui vont sonner. Voilà, bon, j'aime bien le côté un peu conte, à la fois conte de fées, le côté balade romantique. J'aime bien la voix de Kurt Moll, et j'ai choisi précisément par rapport à une espèce d'atmosphère un peu de dépression qu'on crée autour de nous, de catastrophe, de désespoir. Voilà, j'ai choisi plutôt une chanson qui est une chanson d'espoir, de quelque chose d'extraordinaire qui peut arriver. Très bien. Alors, on en vient à votre dernier essai, Au loin, la liberté, essai sur Tchekhov, paru à la Fabrique cette année, en 2024. Alors, votre essai, il commence par un récit de Tchekhov, Rêve, 2 gendarmes qui conduisent à la ville un vagabond. Alors, c'est assez curieux de commencer un essai sur la liberté avec 2 gendarmes qui encadrent un être, le vagabond, sans doute un peu trop épris de liberté.
L'histoire en fait, c'est que le vagabond en question est un faux vagabond, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est échappé du bagne et qui fait semblant donc d'être effectivement un errant qui a même oublié son nom pour ne pas être renvoyé au bagne, mais pour comme vagabond être envoyé simplement en Sibérie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ces mots, la Sibérie, qui malgré tout généralement été identifiée, disons, à toutes les horreurs aussi bien du régime tsariste que du goulag soviétique, la Sibérie devient une espèce de terre un peu de rêve, de pays de cocagne, où il y a où on a autant de terre qu'on veut, la terre est riche, la terre est belle, et puis il y a les rivières, il y a les poissons, on peut pêcher, c'est extraordinaire. Voilà, c'est le pays de la liberté, quoi. Et bon, ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, il y a les gendarmes qui se mettent un petit peu à rêver, quoi, c'est-à-dire à leur tour, quoi. Et notamment, le texte dit qu'ils cherchent à se représenter ce que Dieu seul peut-être peut se représenter, à savoir la distance effrayante qui les sépare du pays de la liberté, ou du pays libre. Voilà, alors moi c'est ça qui m'intéressait finalement, cette idée de la distance. Voilà. Il y a tout d'un coup un mot qui a été prononcé, un monde qui a été évoqué, voilà le pays libre, quoi. Et tout d'un coup les gens qui sont quand même les gendarmes, les représentants de l'ordre, ceux qui mettent les gens en prison, se mettent eux aussi un petit peu à rêver à l'idée que oui, il y a quelque part un pays libre. Il est à une distance effrayante, mais quand même il est quelque part, quoi. Et bon, c'est ça qui m'a un peu inspiré, cette idée finalement de la liberté comme quelque chose qui à la fois est très loin, mais qui en même temps est au loin. Ça veut dire quelque chose quand même qui oriente le regard et qui oriente la marche qui suit ce regard. Alors, vous repérez une structure assez régulière dans les nouvelles de Tchekhov. Nous avons des personnages qui se promènent, qui conversent, qui sont placés dans des situations tout à fait ordinaires, hein, dans des habitudes. Puis vient le moment où des événements pourraient arriver, où des changements de vie se présentent à eux, mais aussi des événements qui n'arrivent pas. Il y a ici une réflexion sur ce qu'on pourrait appeler des ouvertures indécises du temps. Qu'est-ce que ça serait une ouverture indécise du temps ? C'est-à-dire que c'est d'abord le moment où pourrait se rompre un ordre normal des choses, quoi. Ce qui est très intéressant dans les nouvelles de Tchekhov, c'est que la servitude apparaît non pas comme le fait d'être écrasé sous un talon de fer. La servitude apparaît comme une sorte d'ordre normal des choses, de cours normal du temps qui ne cesse de se reproduire. Il y a comme ça une des plus longues nouvelles de Tchekhov s'appelle 3 années. C'est pas un titre évidemment anodin, quoi. Effectivement, d'une existence voilà, qui va se reproduire. Voilà, le type qui à la fois est riche et malheureux parce qu'il a épousé une femme qui ne l'aime pas, mais qu'il a épousé parce qu'en se disant pourquoi pas après tout, je trouverais pas mieux. Et bon, il y a un moment de sa vie où tout d'un coup il se dit qu'il pourrait changer. Au moment où il apprend à quel point il est riche, il ne savait pas. Et il se dit, bon, je vais être esclave de ma richesse, c'est pas possible. Il entend des paroles d'amour dans un jardin à côté. Il se dit, au fond, une autre vie est possible. Voilà, il y a pas grand-chose à faire, il y a juste un petit portillon à passer, et puis il le passe pas. Pourquoi ? Parce que là, il est en quelque sorte le temps de la servitude a façonné sa pensée, a façonné ses gestes. On peut plus bouger, on peut même plus désirer bouger, quoi. Alors voilà, ce qui est intéressant chez Tchekhov, c'est cette idée quand même très très forte que la servitude est d'abord un asservissement normal à un temps, ça qui se reproduit indéfiniment. Ce qui veut dire que la liberté, elle existe là où il y a des ruptures possibles de ce temps, quoi. Et effectivement, beaucoup de ces nouvelles sont justement centrées sur ces moments, ces moments où quelque chose pourrait arriver. Et ce quelque chose s'annonce quelquefois de la manière la plus anodine, c'est-à-dire c'est pas tout d'un coup une nouvelle fracassante qui vous arrive, un être extraordinaire qui vous apparaît, non, c'est souvent des histoires comme ça, où effectivement des chuchotements qu'on entend à côté, ou quelquefois c'est des gouttes de pluie, l'odeur des foins, l'odeur des fleurs, le vent de la mer, voilà, tout d'un coup en quelque sorte quelque chose se passe. C'est souvent un simple incident climatique, un simple parfum, ou
voilà, il y a quelque chose qui fait signe. Oui, et puis voilà, il pourrait se passer quelque chose. Bon, il y a une jeune femme, bon, aristocratique, en vacances, avec un ami de vacances. Il rentre un soir, l'orage menace, il se met à pleuvoir, il y a l'odeur des foins. Et comme s'il y a une pête d'exaltation qui se crée, bon, il ose lui déclarer son amour. Elle est là comme ça, extasiée, à regarder la manière dont il la regarde. Voilà, c'est le bonheur est là à côté. Et puis, et puis il y a le lendemain, et puis il y a la suite, et puis après les vacances c'est fini, on retourne en ville, et puis il n'en est plus question, et on a le sentiment d'une vie perdue, quoi. Donc, et beaucoup de nouvelles sont comme ça. Il y a quelque chose pourrait te passer, et puis ça se passe pas, parce que précisément, c'est quand même un peu effrayant, quoi, un peu effrayant l'idée qu'il pourrait se passer quelque chose, qu'il faudrait peut-être changer ses habitudes, ne plus savoir où on va, ne plus savoir ce que sera le lendemain. Est-ce qu'on pourrait être un peu étonné de réaliser un essai sur la liberté aujourd'hui? En tout cas, c'est une tâche, je pense, assez difficile. Je me souviens d'un essai de Maggie Nelson qui était intitulé « De la liberté », où elle faisait un constat assez amer, c'est que pour elle, c'est un concept en crise. Je la cite, hein, « La longue et glorieuse carrière de la liberté touche à sa fin, que notre obsession continuelle à son égard reflète peut-être une pulsion de mort. » Alors, pour elle, elle explique cela pour au moins 2 raisons. La première, c'est déjà notre difficulté à donner une définition claire au concept de liberté. Et, deuxièmement, c'est aussi parce que les promesses de libération radotées depuis des années appartiennent aujourd'hui à un passé lointain, c'est-à-dire que finalement, au fond, plus personne n'attend une sortie collective de la servitude. Comment, en fait, peut-on définir ce que c'est que la liberté, ou qu'est-ce que ça serait pour vous, la liberté, après cette lecture de Tchekhov? Bon, peut-être on est dans une situation qui est comme à la fois inversement symétrique à celle de Tchekhov, c'est-à-dire Tchekhov écrit à un moment où la liberté, on ne sait pas très bien ce que c'est, parce qu'on n'en a pas l'habitude, quoi. Nous, on est à un moment où effectivement on a l'impression qu'on en a trop entendu parler, quoi. Bon, que ce soit sous la forme de la grande libération des peuples par l'État socialiste, que ce soit sous la forme comme ça des promesses comme ça disons d'émancipation par la consommation capitaliste, quoi. Mais bon, ce qui est justement ce qui apparaît quand même important, je crois, c'est l'idée que la liberté, c'est d'abord effectivement une forme de vie, quoi. Et ce qui est intéressant chez Tchekhov, c'est très souvent, lorsqu'il est question de la liberté, c'est identique, ou il est question souvent de la vie nouvelle. Et la vie nouvelle, c'est quoi? C'est la vie claire, c'est-à-dire la vie où finalement on peut rendre compte de ce qu'on est, de ce qu'on fait, la vie où on sait pourquoi on vit. C'est-à-dire, chez Tchekhov, il y a souvent ce personnage qui se demande pourquoi ils vivent, quoi. Et tout d'un coup, ils se disent que peut-être est possible une vie où on sache pourquoi on vit, une vie qui puisse rendre compte d'elle-même, où on puisse regarder son destin en face. C'est aussi des expressions qu'il a. Donc voilà, je crois que c'est ça qui est tout à coup, pour moi, intéressant. C'est-à-dire que derrière les définitions de la liberté au sens de je fais ce que je veux, pas de problème, ou la liberté au sens du grand élan un petit peu des peuples, il y a ça quelque chose. Au fond, une vie, mais ça peut être aussi bien une vie individuelle que une vie collective qui soit capable de rendre compte d'elle-même. Alors, évidemment, ça me rappelle les propos de Michel Foucault qui utilisait le terme de pratique de liberté pour montrer que c'est pas seulement une rébellion d'ailleurs contre l'autorité, c'est une pratique affirmative, une façon d'inventer la vie, c'est-à-dire des pratiques qui rendent concrètement libre, en d'autres termes, indisponible à la servitude. Oui, on peut dire ça. Bon, je dirais que ça, disons là, au fond, en quoi peut-être disons les nouvelles de Tchekhov ont quelque chose d'actuel, c'est-à-dire c'est qu'elles nous montrent des personnages qui en gros malgré tout sont commandés par 2 affects. Premièrement, la peur, et deuxièmement, la honte, quoi. Or, il est clair que nous vivons exactement dans une situation un peu semblable, c'est-à-dire que d'une part, nous vivons dans un monde où nos gouvernants nous disent que nous sommes menacés, c'est-à-dire que il y a de l'insécurité partout et qu'ils sont là pour effectivement nous protéger contre l'insécurité. Donc, on nous dit d'avoir peur, et tout le monde nous dit d'avoir peur, y compris les écologistes qui ont en même temps des bonnes intentions et des intentions louables, mais qui en même temps disent ayez peur, c'est la catastrophe qui arrive, quoi. Donc d'un côté, on vit dans la peur, quoi. Enfin, on vit dans la peur.
pas la peur au sens où on est effrayé, mais l'atmosphère en quelque sorte de laquelle on vit, c'est il faut avoir peur de tout, enfin des épidémies, de l'immigration, du changement climatique, ou que sais-je. Et en même temps, je dirais l'autre grand affect quand même qui gouverne, c'est la honte, quoi. C'est-à-dire que bon, quand on voit ce qui se passe dans notre pays, par exemple, à un moment, on se dit, oui, c'est quand même honteux pour nous d'être gouvernés par cette bande vraiment disons, de minables et de crapules, quoi. Mais en même temps, bon, finalement, probablement, on l'a mérité. Donc, finalement, voilà, on vit, disons, sous un régime où on cherche pas vraiment à nous écraser encore sous effectivement, un talon de fer, mais à la fois à nous faire peur et puis bon à nous faire honte. Je crois que je sais pas la manière même dont les affaires de l'État sont gérées vise pas simplement à nous faire obéir, mais à nous faire rendre compte qu'on est des minables, à nous humilier en quelque sorte, à nous dire finalement vous êtes complices avec nous, vous êtes aussi minables que nous, quoi. Voilà, donc peut-être la liberté précisément, je dirais, c'est la vie sans peur et sans honte. Merci Jacques Rancière pour ce premier épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler de la liberté. À bientôt. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral. Cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.